Bienvenue à tous et bon retour. Bienvenue dans l'émission. Si vous êtes nouveau, merci beaucoup de nous rejoindre. Je suis vraiment heureux que vous soyez là. Assurez-vous d'être abonné à World Affairs in Context sur Substack ou Patreon pour accéder à plus de contenu exclusif. Suivez les liens dans la description de la vidéo ci-dessous pour rester connecté. Au fait, je viens tout juste de publier un tout nouvel article sur ces deux plateformes à propos de la récente annonce du président Trump. Il vient de déclarer l'état d'urgence national concernant Cuba. C'est un sujet vraiment très intéressant et dans ce nouvel article, je parle du rôle de la Russie et de la Chine dans cette nouvelle escalade. Je pense donc que vous devriez absolument y jeter un œil et c'est un article gratuit. Vous pouvez inclure, partager librement. Depuis des mois, on nous raconte une histoire très simple. Les tarifs douaniers sont de retour et l'Amérique se montre enfin ferme. Le déficit commercial est écrasé, les usines rentrent au pays et le déséquilibre commercial est en train d'être corrigé. Eh bien, le problème, c'est qu'un déficit commercial n'est pas le vrai enjeu. Ce n'est tout simplement pas un problème pour un pays d'en avoir un. Dans cette vidéo, je vais expliquer pourquoi les derniers gros titres cherchent à vous tromper, à vous distraire et à vous désinformer. Les informations que je m'apprête à partager vous aideront à comprendre l'un des indicateurs économiques les plus importants. Je vais probablement écrire davantage à ce sujet sur mon Substack ou mon Patreon pour approfondir le thème. C'est un sujet vraiment essentiel. Tout d'abord, passons rapidement en revue les chiffres récents officiellement disponibles à ce jour. À titre de comparaison, en octobre, le déficit commercial des États-Unis s'élevait à un peu plus de 29 milliards de dollars, son niveau le plus bas depuis le début de 2009. Cela avait été présenté comme la preuve que le régime tarifaire fonctionnait. Mais un mois plus tard, en novembre, le déficit n'a pas seulement augmenté. Il a presque doublé, atteignant près de 57 milliards de dollars. Cela représente une hausse de 94% en un seul mois, soit en seulement 31 jours. Les économistes ne s'y attendaient pas du tout. Leurs prévisions étaient loin du compte. Les exportations ont chuté de près de 4%, tandis que les importations ont bondi de 5%. L'écart s'est creusé rapidement et il s'est creusé le plus fortement avec le principal partenaire commercial de l'Amérique, l'Union européenne. Le déficit commercial des États-Unis avec l'Union européenne est passé de moins de 8 milliards de dollars en octobre à environ 14 milliards en novembre. Environ un tiers de l'augmentation totale du déficit commercial provient de l'Europe à elle seule. Cela se produit malgré, et plus précisément à cause de, l'agenda tarifaire et des tensions entre les États-Unis et l'Union. Et c'est là que l'histoire devient vraiment intéressante. Un déficit commercial n'est pas un échec économique. Cela ne signifie pas que l'économie américaine s'effondre. Cela ne veut tout simplement pas dire cela. Et ce n'est pas la preuve qu'un pays se fait, soi-disant, arnaquer, comme le président Trump aime le dire. Ce n'est pas en soi un signe de faiblesse économique. Cette interprétation est complètement erronée. Un déficit commercial signifie simplement que les États-Unis importent biens et services qu'ils n'en exportent. C'est tout. Cela ne signifie pas que l'Amérique perd de l'argent comme un ménage le ferait dans ce scénario. Les pays ne sont pas des ménages. Ils ne règlent pas leurs comptes commerciaux avec une facture de carte de crédit à la fin du mois. Donc, lorsque vous regardez ces fluctuations mensuelles, ne vous laissez pas distraire. Ne dramatisez pas les chiffres. Ce qui compte réellement, c'est ce que nous importons, ce que nous exportons et, faites attention, ce qu'il advient des dollars qui circulent à l'étranger. En d'autres termes, les flux de capitaux comptent davantage qu'un déficit ou un excédent à un moment donné. Voici l'idée principale que j'aimerais que vous reteniez de cette vidéo. Lorsque les États-Unis enregistrent un déficit commercial, les étrangers ne prennent pas ces dollars pour les enterrer quelque part dans le sol.
Ils se réinjectent dans le système financier américain. Ces dollars sont recyclés dans le système financier américain. C'est ainsi que le monde entier soutient en réalité l'économie des États-Unis, et cela dure depuis des décennies. Ils achètent des bons du Trésor américain, investissent dans des actions, acquièrent de l'immobilier, financent des entreprises, soutiennent leur expansion et apportent du capital. Le déficit commercial est l'image inversée d'un excédent de capitaux. Ces afflux de capitaux contribuent à maintenir les taux d'intérêt américains plus bas qu'ils ne le seraient autrement. Ils financent l'endettement public, soutiennent les prix des actifs et favorisent l'innovation et la croissance, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et ce n'est en aucun cas un défaut du système. C'est ainsi qu'il est conçu pour fonctionner. Il y a aussi la réalité de la monnaie de réserve dont presque personne ne veut parler. Honnêtement, le monde fonctionne avec des dollars américains. Le commerce mondial, les marchés de l'énergie, les marchés de la dette et l'infrastructure financière, tout cela nécessite un approvisionnement constant en liquidités, en dollars. Et là, vous pourriez me demander, mais tu parles toujours de dédollarisation. Oui, le dollar américain perd lentement mais sûrement son statut dominant à l'échelle mondiale. Mais pour l'instant, il reste la monnaie de réserve du monde. C'est un fait. La multipolarité monétaire s'accélère. Pourquoi? Parce que Washington utilise sa monnaie comme une arme. Mais le dollar reste demandé. C'est un fait. Et il est important de se rappeler que la seule façon pour le reste du monde d'obtenir ces dollars, c'est que les États-Unis maintiennent des déficits persistants. Si les États-Unis parvenaient soudainement, soi-disant, à équilibrer leur commerce, la liquidité mondiale se contracterait. Le stress financier augmenterait, les marchés de capitaux se resserreraient et ce ne serait en aucun cas une victoire. Ce serait un choc et personne ne peut se permettre un tel choc en ce moment. En d'autres termes, les déficits commerciaux sont un symptôme, pas un verdict. Ils reflètent une forte consommation intérieure, une demande soutenue, une monnaie que le monde souhaite encore détenir et une économie qui attire les capitaux. Cela ne signifie pas pour autant qu'il n'y a pas d'inconvénients, bien sûr. Certains secteurs en pâtissent et les travailleurs de ces secteurs exposés en supportent les coûts réels. La dépendance à la chaîne d'approvisionnement crée bien sûr des vulnérabilités, donc ces préoccupations sont légitimes. Mais essayer de résoudre tout cela avec des tarifs douaniers brutaux, c'est comme tenter de réparer une montre avec un marteau. Je trouve que c'est une excellente métaphore pour montrer à quel point cette idée est absurde. Ce que les données de novembre montrent réellement, c'est de la volatilité. Elles montrent de la volatilité. Cette augmentation de 95% en est une manifestation. Et je vais expliquer dans un instant pourquoi. Cela ne montre certainement pas que l'économie américaine est sur le point de s'effondrer. En avril 2025, lorsque la Maison-Blanche a déclaré l'état d'urgence national à cause du déficit commercial et a annoncé les soi-disant tarifs réciproques lors de cet événement dans la roseraie, le déficit lui-même a été utilisé comme justification. Mais au fil de l'année, la réalité a imposé des ajustements. L'accord cadre avec l'Union européenne conclu en août a plafonné les droits de douane à 14% sur la plupart des biens. Non pas parce que les déficits avaient disparu, mais parce que l'instabilité devenait tout simplement excessive. C'était trop coûteux. La flambée de novembre est l'écho différé de ces décisions qui se répercutent dans le système. Voilà tout, en résumé. À ce stade, on pourrait se demander, si le déficit commercial n'est pas le coupable qu'on décrit, quel est le véritable problème ici? Les vraies questions relèvent, selon moi, de la situation intérieure. Ces questions sont les suivantes. Les afflux de capitaux sont-ils utilisés de manière productive ou bien gonflent-ils des bulles d'actifs? Ce serait la première question à poser. Et si vous regardez régulièrement mes vidéos, vous connaissez déjà la réponse à celle-ci.
La question suivante serait: les hausses de prix dues aux droits de douane nuisent-elles davantage aux consommateurs qu'elles n'aident les producteurs? J'y ai justement répondu la semaine dernière dans une vidéo récente. Les chaînes d'approvisionnement sont-elles suffisamment diversifiées ou simplement rendues plus coûteuses? L'économiste Michael Hudson a abordé ce sujet dans une interview que j'ai mise en ligne la semaine dernière. Une autre question pertinente est: renforçons-nous la capacité industrielle à long terme ou ne faisons-nous que réorganiser les flux commerciaux sur le papier? Et je dirais que c'est la seconde option. Ces questions comptent bien plus que de savoir si le déficit mensuel augmente ou diminue. Cette hausse de 94% ne doit pas être sortie de son contexte. L'obsession pour le chiffre principal passe à côté de l'essentiel. Les balances commerciales ne disent pas qui gagne ou qui perd. Elles montrent comment l'argent, les biens et les capitaux circulent dans un système mondial qui ne se plie pas facilement au récit politique. Le déficit de novembre, presque doublé, n'est pas un échec de l'Amérique. C'est un rappel que les droits de douane ne suppriment pas la gravité économique, et quiconque souhaite imposer un régime protectionniste rigide devrait tenir compte des véritables données économiques. Et les tarifs redirigent en réalité ce processus, souvent de manière plus difficile à contrôler et plus coûteuse que ce qui avait été annoncé au tout début. Tant que cette réalité ne sera pas reconnue, le déficit commercial continuera de surprendre ceux qui pensent qu'il est censé se comporter comme un tableau de score. Merci beaucoup d'avoir regardé. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé, que vous en avez tiré quelque chose. N'oubliez pas de soutenir mon travail si vous aimez ce contenu. J'apprécie chacun d'entre vous qui êtes devenus abonnés payants. Merci infiniment et j'ai hâte de vous retrouver ici demain. Prenez soin de vous.